20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Monte. Bonsoir à tous. Au menu des informés ce soir, deux horribles acronymes, ZFE et GES. Le gouvernement dessert les taux des zones à faible émission pour Marseille, Rouen et Strasbourg. Certains véhicules très polluants pourront continuer à rouler au 1er janvier. Ça pose la question de l'acceptabilité de cette transition écologique. Alors que les gaz à effet de serre, eux, diminuent en France. C'est l'autre information du jour. GES, donc notre expert sur tout ça, Gilles Dansart, grand spécialiste des transports avec son média Mobilettre. L'hommage à Philippe de Gaulle, le fils du général, c'était ce matin aux Invalides. 25e hommage national depuis le début du premier quinquennat Macron. A-t-il décidé de rester comme le président des hommages? Et que dit cette inflation mémorielle? Et puis, les fraudeurs fiscaux ont-ils désormais peur en France? Gabriel Attal, de retour à Bercy ce matin, annonce le recouvrement de 15 milliards d'euros l'an dernier, un record. Pourquoi, comment? Pascal Saint-Amand, ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, sera là pour nous éclairer. On en parle aussi avec nos informés, évidemment. Autour de la table ce soir, Sylvain Courage, directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs, Stéphane Vernet, ancien directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, vous me le confirmez, et Elsa Fressinet, grand reporter aux Échos. Et puis je voudrais dédier cette émission à Laetitia Krupa, une journaliste que vous avez souvent vue et entendue à ce micro sur France Info, aux informés, dans différentes chroniques aussi, notamment aux côtés de Gaspard Ganzer. Laetitia nous a quittés ce matin, nous laissant le souvenir de son professionnalisme, de son sourire, de ses rires, aussi souvenir d'une magnifique énergie et d'un courage inouï. On a une pensée très émue pour sa petite fille, pour ses parents, et à qui nous adressons évidemment beaucoup de chaleur au nom de toute l'équipe de France Info. Bonsoir aux informés et bienvenue. ZFE, ces zones à faible émission où les véhicules les plus polluants ne sont donc plus censés circuler. C'est la loi sur les mobilités de 2019, avec les fameuses vignettes critères qui déterminent qui peut rouler et où. 12 villes aujourd'hui sont censées être concernées, mais le gouvernement a donc décidé de desserrer l'étau pour 3 nouvelles villes au 1er janvier, Marseille, Strasbourg, Rouen. L'argument, c'est on le fait là où la qualité de l'air s'est améliorée, ce qui met en colère, vous allez l'entendre, les organisations de défense de l'environnement, parmi lesquelles l'association Respire. Écoutez son directeur général, son président même, Tony Renucci. Je pense que c'est très malhonnête la façon dont c'est présenté. Oui, la qualité de l'air s'améliore, mais elle reste mauvaise et les seuils mesurés sont encore trop au-dessus des recommandations de l'OMS. Donc on ne peut pas justifier le fait d'être moins restrictif sur des mesures nécessaires comme la zone à faible émission par une amélioration de la qualité de l'air. Là, c'est une décision malhonnête et purement politique, mais ils le savent. J'en ai même discuté avec le cabinet du ministre Béchu il y a encore quelques jours. Je leur ai dit que c'était pas une bonne chose et qu'ils n'avaient pas le bon référentiel, mais malgré tout, ils continuent. Bonsoir Gilles Dansart. Bonsoir. Vous êtes directeur de Mobilettre, média de référence, je le disais, sur tous les enjeux de transport. Je sais que ZFE n'a pas de secret pour vous. Globalement, à ce jour, 12 villes, et vous me corrigez si je me trompe, sont concernées, mais avec beaucoup de dérogations. Déjà, dites-nous, là où c'est complètement effectif, ça concerne combien de villes et qu'est-ce qu'on observe surtout comme effet là où c'est effectif? Vous l'avez dit, c'est effectivement 12 villes, notamment les plus grandes, Paris et Lyon, mais difficile d'en mesurer l'effet parce qu'il n'y a ni contrôle, ni vraie prise en main par les automobilistes de ces mesures. Les ZFE n'ont pas été suivis ou précédés par un travail de pédagogie et d'acceptabilité, donc bien malin celui qui peut dire que ce sont les ZFE qui provoquent une amélioration de la qualité de l'air, ou si au contraire, c'est la baisse du nombre de circulations et l'emploi d'autres formes de mobilité comme les transports en commun ou le vélo. C'est un problème de pédagogie, c'est un problème de contrôle, vous identifiez quoi clairement? Les deux. Une mesure de contrainte comme les ZFE a besoin d'être expliquée parce que ça n'est pas très, très simple comme mesure, puisqu'il y a différents niveaux de critères, il y a des heures différentes, il y a des dérogations, donc c'est vécu par la plupart de nos concitoyens comme quelque chose de peu compréhensible et donc peu respecté, puisque on ajoute à ça
que les contrôles sont extrêmement réduits, voire inexistants, dans la majorité de ces métropoles. Alors, on va rappeler quand même que la France est dans le viseur de l'Europe sur par rapport à la pollution atmosphérique, qu'il y a aussi des enjeux de gaz à effet de serre. Et je le disais, c'est l'autre info du jour, la baisse en 2023 qui s'accélère, moins 4,8% l'an dernier, mais qui reste très faible dans les transports. Qu'est-ce qui marche Quelle serait la solution pour vous ? La plupart des experts considèrent que pour réduire les émissions des voitures et aussi des camions, mais là on parle beaucoup des voitures individuelles, il faut diminuer la circulation automobile. Et pour ça, il y a deux solutions qui fonctionnent bien à peu près partout. C'est la contrainte par des aménagements, par des restrictions d'espace et le fait de proposer d'autres solutions de mobilité comme plus de transports publics, plus de bus, plus de métro quand il y a du métro, plus de tramways, plus de pistes cyclables. Et c'est l'alliance de ces deux types de mesures qui réduit la circulation automobile et donc de façon assez forte la pollution atmosphérique. Le meilleur exemple, c'est Paris qui, il y a 20 ans, avec Bertrand Delanoë, a choisi à la fois la contrainte très forte avec des réaménagements de voirie qui se continuent jusqu'à aujourd'hui, et puis qui, grâce à la politique régionale, a aussi proposé beaucoup de solutions de transport en commun et de vélo. Et la circulation a beaucoup baissé et du coup, la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée. Donc, c'est sans doute beaucoup plus efficace que des mesures un peu compliquées à comprendre et à mettre en œuvre, comme les ZFE qui n'ont jamais vraiment percé dans l'opinion publique. Elsa Fresnel, si le gouvernement dessert les taux comme ça, c'est parce que quoi ? Ils se rendent compte que l'acceptabilité, on n'est pas sur la bonne route. Oui. Puis Christophe Béchu a donné la réponse en annonçant les exonérations. Il a dit il y a suffisamment de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, on va les aborder tout à l'heure. Il y a des élections dans 3 mois. Voilà, le gouvernement ne peut pas tout le temps être porteur de mauvaises nouvelles. Pour en revenir aux faits quand même et rebondir sur ce que disait Gilles Dansart, les radars censés pénaliser les infractions aux ZFE ont été aussi retardés d'1 an, donc ils ne viendront pas avant 2026. Donc qu'elles soient instaurées ou pas maintenant, de toute manière, il n'y a pas de contrôle. Et me semble-t-il, ce dispositif était quand même vicié dès le départ, parce qu'il repose sur l'année à laquelle une voiture diesel ou une voiture essence a été achetée, etc., ne fait pas la différence, c'est-à-dire pénalise moins, et ça a été relevé par un certain nombre d'élus et d'associations, les SUV modernes que des vieilles petites voitures citadines. Et la clé de tout ça pour moi, c'est que le gouvernement ne veut pas se cogner un débat, et je comprends pourquoi il ne veut pas se le cogner, qui est effectivement la place de la voiture dans les déplacements. Gilles Dansart l'a dit, par rapport à tous les autres modes de transport. Oui, dans les grandes agglomérations et leurs banlieues, il serait, alors évidemment je ne parle pas des livreurs, des gens qui travaillent, mais il serait quand même beaucoup plus logique, mais pour ça il faudrait avoir un vrai maillage de transport en commun et l'avoir partout, et en bon état. Il serait beaucoup plus logique que les particuliers n'aient pas à recourir à leur voiture. Mais le gouvernement ne peut pas se le cogner pour 2 choses. D'abord, les constructions de voitures, c'est de l'emploi en France. Donc et ensuite, c'est un idéal de liberté ancré dans les esprits depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Moi et ma voiture. Arrêtons d'emmerder les Français. C'est ça. On poursuit juste après le fil info 20h12, Stéphane Milhomme. La Sécu en meilleure forme, son déficit s'est réduit de près de 9 milliards d'euros l'an dernier, mais il approche toujours 11 milliards. Le trou de la sécurité sociale est donc supérieur de 2 milliards aux prévisions de la loi de finances de la sécurité sociale adoptée en décembre dernier. Gabriel Attal se félicite du résultat historique dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Les mises en recouvrement dépassent l'an dernier les 15 milliards d'euros, 600 millions de plus en 1 an. Un responsable de l'association Attaque temporise sur France Info. Pour lui, les
Les vrais records se situent entre 2014 et 2016 et il regrette le manque d'agents pour pouvoir assurer plus de contrôle. Anthony Blinken, arrivé en Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain doit aussi participer à des discussions sur la guerre entre Israël et le Hamas. Vendredi, il se rendra d'ailleurs dans l'État hébreu. Le Hamas considère que la réponse des négociateurs israéliens est globalement négative pour espérer une trêve de 6 semaines. Et puis l'Opéra de Paris à nouveau dans le vert pour la première fois depuis 2017. Avec un bénéfice de 2 300 000 €, la direction de l'institution met en avant le retour du public pour les ballets comme les opéras, mais aussi une visite record de l'Opéra Garnier. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. Ce soir de Stéphane Vernet, Ouest France, Sylvain Courage, le Nouvel Obs, on dit Nouvel Obs depuis une heure. Depuis peu. C'est ça? Oui, c'est officiel. Voilà, c'est redevenu le Nouvel Obs. Et Elsa Fressonnet, Les Échos, comme toujours. Gilles Dansard est là aussi pour Mobilettre. Sylvain Courage, c'était frappant ce que disait Gilles Dansard sur la stratégie du bouchon. Finalement, c'est le truc le plus basique qui a fonctionné le mieux, oui, en fait. Plus c'est congestionné. C'est la règle de l'emmerdement maximum, c'est-à-dire que les gens peuvent prendre leur voiture, mais se trouvent pris dans les bouchons, subissent de telles conséquences et telles contraintes qu'ils essayent de trouver d'autres moyens. Dans les ZFE, il y avait aussi l'idée de renouveler le parc automobile. C'était aussi un peu un motif d'inciter les gens à acheter des voitures électriques, parce qu'effectivement, la construction automobile est un secteur clé pour l'industrie et pour l'emploi en France. Tout ça, c'est un peu écroulé parce qu'en fait, c'est aussi une machine à fabriquer de l'électorat Rassemblement national. Parce qu'effectivement, dans les zones, ça touche les catégories populaires. Dans les zones urbaines, périurbaines, les gens qui ont beaucoup de kilomètres à faire, qui ont des voitures anciennes et qui se trouvent un peu pénalisés, les seuls à être vraiment pénalisés dans cette histoire. Et donc, c'est d'une assez grande injustice sociale. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le gouvernement fait machine arrière, parce qu'il y a des élections et parce qu'ils sentent bien que l'automobile est au centre des tensions, en fait. Stéphane Vernet, enjeu très politique aussi, selon vous? Ouais, alors, il faut juste rappeler 2-3 choses. C'est que les ZFE, en fait, il y a 12 agglomérations qui sont concernées, mais il y en a déjà 7 qui ont été exonérées de mesures dès l'été dernier. Il en restera 2, en fait. Oui, c'est ça, Paris et Lyon. Mais voilà. En plus, il faut comprendre que chaque ville, en fait, était tenue de définir elle-même la propre liste de ses contraintes, son propre calendrier. Chacun va à son rythme, etc. Donc, c'est un système très flou dans lequel il n'y a pas beaucoup de lisibilité. Et les choses sont à géométrie variable pour s'adapter aux contraintes locales. Ce qu'on voit avec le retrait en fait, de l'ensemble des métropoles concernées, sauf Paris et Lyon, c'est ce qui a été dit, c'est que vous pouvez contraindre les gens à moins utiliser leur voiture ou se passer d'un certain nombre de véhicules dans les villes qui le permettent, c'est-à-dire les agglomérations qui sont particulièrement bien desservies par les transports en commun et dans lesquelles il y a déjà eu tout un travail de fait. À Paris, il y a très peu de gens qui ont des voitures aujourd'hui. Les Parisiens intramuros n'ont plus de voitures. Ce n'est pas le cas du tout des autres villes. À Lyon, donc, où la mesure va s'appliquer, vous avez un vrai réseau de transport en commun. Et par exemple, à Marseille, le réseau de transport en commun, il ne marche pas du tout. Il ne fonctionne pas. Les quartiers nord ne sont pas desservis. Il y a des grosses lacunes. Si vous prenez des agglomérations comme Bordeaux, vous enlevez la possibilité aux Bordelais qui vivent en extérieur de la ville de venir dans le centre-ville de Bordeaux où ils travaillent. Mais c'est une jacquerie. Il y avait déjà eu la problématique des gilets jaunes était sous-tendue par ça. Donc chaque situation est particulière et vous avez quand même l'essentiel du pays, notamment dans les zones rurales et intermédiaires, où les gens ont des voitures, ils en ont besoin pour leur vie sociale, pour leur vie familiale, pour leur vie professionnelle, et tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, loin s'en faut. Donc moi, je ne suis pas surpris qu'à un moment, on dise, on a fixé la barre peut-être un peu haut, là, et puis on va se donner du temps, parce que ça ne passera pas. Ça passera pas. Et je trouve que la raison invoquée qui est celle de dire ça va mieux du côté de la qualité de l'air, etc., ça c'est du pipeau, ça a été bien dit. Ça a été bien dit par votre tout premier intervenant. Ça c'est du pipeau, c'est pour amuser la galerie. Mais derrière, si vous voulez, je trouve que d'un point de vue, je trouve que ce pays a suffisamment de soucis et de tensions pour ne pas rajouter encore de l'huile sur le feu. Et ça me paraît être une mesure de sagesse. C'est-à-dire, on n'est pas prêt, attendons encore un peu, parce que pour le coup, c'est pas prêt.
Gilles Lansart, ça valide ça rejoint ce que vous disiez sur la priorité au transport alternatif que vous évoquiez au début. Je voudrais vous entendre sur le renouvellement du parc automobile dont parlait Elsa Fressonnet des Échos. C'est quoi la réalité, l'ambition qui peut être celle du gouvernement, enfin sur un renouvellement comme celui-là? Quelles que soient les proclamations du gouvernement ou de l'Europe, le renouvellement du parc automobile sera très lent. Une majorité de Français aujourd'hui se déplacent avec des véhicules d'occasion. Donc même si la vente de véhicules électriques ou hybrides augmente très fortement, il y a une inertie du parc qui fait que jusque encore en 2035-2040, il y aura beaucoup de véhicules à essence ou diesel et qui pollueront. Donc, soit il faut être très patient et manifestement, on n'a pas le temps d'être patient vu la dégradation des conditions atmosphériques et leurs conséquences sur le climat, soit on prend des mesures un peu plus incitatives et c'est là qu'intervient la politique. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et de ce point de vue, et je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, le problème des métropoles, et je mets à part l'Île-de-France qui est depuis longtemps un réseau de transport en commun très fort, le problème des métropoles, c'est qu'elles se sont développées très fortement depuis 30 ans et que le réseau de transport en commun n'a pas suivi. Et donc, les gens ont dû prendre leur voiture massivement et aujourd'hui, il y a des bouchons absolument incroyables dans de très nombreuses métropoles et il faut rattraper le temps perdu. Avec quoi? Avec de l'argent et manifestement, là aussi, le gouvernement ne semble pas prêt à dégager les milliards nécessaires à ce que Bordeaux, Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier, je pourrais toutes les citer, vraiment franchissent un cap dans des solutions alternatives à la voiture individuelle. Les milliards qui ont été annoncés et débloqués, peut-être, mais en tout cas annoncés pour les grands RER, l'échéance, rappelez-nous, c'est quand ? Le président de la République a dit fin 2022, il faudra 10 milliards pour 10 villes. Aujourd'hui, il y a 800 millions de débloqués et il y a une trentaine de métropoles qui veulent être labellisées services d'express régionaux métropolitains. Donc on voit bien que mais c'est pour quand, il y a du succès. On parle de... ça, c'est sur chaque projet, c'est au moins une dizaine d'années. 10 ans, et on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas les finances nécessaires à ces grands projets. Ces 30 métropoles, 32 au dernier pointage, ont toutes envie de desserrer l'étau de la voiture individuelle parce que ça ne passe plus. Et donc, il faut aussi bien pour des raisons écologiques que sociales et d'espace dans les centres-villes, il faut vraiment une grande politique et on attend les moyens qui vont avec cette politique. Merci beaucoup Gilles Lansart. Je rappelle Mobilettre, il faut vous abonner parce que c'est toujours très très riche et très précis ce média d'information sur les transports. Merci d'avoir été notre expert dans Les Informés. On tourne un fil d'info puisqu'il est 20h20 et on parle des hommages et de celui notamment du fils du général de Gaulle. 20h21, Stéphane Milhomme. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'est rendu quartier de la Castellane aujourd'hui. Il maintient son discours de fermeté alors que des dealers ont repris place ce matin. Après 3 jours d'opération Place Net XXL, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parle maintenant d'un total de plus de 120 interpellations et 4000 policiers et gendarmes mobilisés et depuis plusieurs jours. L'Union européenne présentera demain un plan visant à utiliser les avoirs russes pour permettre de financer l'achat d'armes en faveur de l'Ukraine, un argent saisi lors des sanctions infligées à la Russie. Un porte-parole du Kremlin menace déjà l'Europe de poursuites et sur des décennies. L'épidémie de grippe prend fin en France hexagonale, tandis que la Guadeloupe et la Martinique restent frappées dans les Outre-mer. Baisse significative aussi de l'épidémie de Covid et de bronchiolite, mais les nourrissons de Mayotte sont encore très touchés. Le Français Michel Talagrand remporte le prix Abel, c'est l'équivalent du Nobel pour les mathématiques. Ces travaux ont permis de mieux comprendre les phénomènes aléatoires dont le monde est fait, du poids des bébés jusqu'à la taille des vagues. France Info. 20h, 21h, France Info, Les Informés,
Bérengère Bonte. Elsa Fressinet est là pour les Échos, Sylvain Courage pour le Nouvel Obs, Stéphane Vernet pour Ouest France. Et on parle de ce 25e hommage national rendu par le président Macron depuis qu'il est à l'Élysée. C'était ce matin pour l'amiral Philippe de Gaulle. C'est le 12e de son second mandat aussi. C'est le 4e depuis le début de cette année 2024. Extrait. Dans les yeux de Philippe de Gaulle, s'était jouée l'histoire du siècle. Ses propres mémoires, il les qualifia d'accessoires, à tort, parce qu'il avait cette humilité, cette noblesse de toujours se sentir redevable. Il faut agir au-delà de soi et travailler pour plus grand que soi. Là étaient ses mots, sans jamais attendre récompense ni honneur. Car ainsi va la vie, quand on s'appelle de Gaulle, quand on se sent de France. On naît, on vit, on sert, on meurt. Voilà, parcours exceptionnel évidemment que celui de l'amiral de Gaulle qui est décédé la semaine dernière à 103 ans. Et c'est pas lui faire offense que s'interroger à cette occasion-là sur cette multiplication d'hommages, Sylvain Courage. Est-ce que celui-ci, par exemple, était une évidence pour vous ? À chaque fois, il y a un symbole politique derrière. Et comme Emmanuel Macron aime saturer l'espace politique et en plus pratique le dépassement des clivages, il a tendance à récupérer toutes les figures, de gauche, de droite, du centre, les artistes, les militaires. Et donc, il veut embrasser toute l'histoire de France. Et je pense qu'il a aussi à l'idée que le culte des ancêtres, c'est un peu la base d'un certain ordre social, que ça permet d'exalter les valeurs de la République, les valeurs du vivre ensemble, le dévouement, le sacrifice, on l'a entendu dans les mots qu'il a prononcés, qu'il a choisis. Et puis, il a un certain goût du théâtre, faut s'en rappeler. Donc, il est plutôt bon dans l'exercice. Il prononce assez bien ce genre de discours. Maintenant, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? Peut-être, parce que, comme tout, à la fin, ça peut lasser, même si, à chaque fois, les grands disparus méritent les hommages. Est-ce que c'est toujours difficile de dire les Français, mais bon, est-ce que les gens regardent ça ? Est-ce que ça leur parle, ce que dit Stéphane Vernet ? Je n'en ai aucune idée. Ce que je peux dire, c'est que, en fait, je pense que l'hommage qui est fait à Philippe de Gaulle est totalement légitime et totalement mérité, parce que c'était un très, très grand résistant, un très, très grand militaire. Et c'est extrêmement dur de vivre dans l'ombre d'un père particulièrement célèbre, surtout quand celui-ci s'appelle Charles de Gaulle. C'est quand même très écrasant. Mais Philippe de Gaulle... Il est dur d'être de Gaulle après de Gaulle, disait. Non, mais c'est vrai. Et sa vie, sa carrière, ce qu'il a fait, ce qu'il a été, méritait cet hommage national. Voilà. Donc après... Pas de débat, oui, là-dessus. Ça, je veux poser ça. Après, est-ce que Emmanuel Macron en fait trop ? Est-ce qu'il fait trop de débats, trop de dommages nationaux, etc. C'est vrai qu'il les multiplie. Je pense que c'est un exercice dans lequel il se sent particulièrement à l'aise. Qui lui va bien, et je pense que si ces hommages aussi ont tendance à se multiplier en ce moment, c'est aussi parce qu'on approche de la sortie. 2027 n'est pas très loin, et c'est la fin de son deuxième quinquennat, il ne pourra pas se représenter, et je pense que... Stéphane, il reste 3 ans. Il reste 3 ans, mais si vous voulez, la question aussi, c'est de savoir quel sera l'héritage qu'Emmanuel Macron va laisser à la France, et comment il va imprimer l'histoire ou l'image rétinienne des Français. Et je pense que ça fait partie de ses obsessions. Je pense que pour lui, c'est très important. Et il y a eu un certain nombre de grandes réformes, de grandes crises à gérer, d'accord, mais enfin, tout n'était pas de l'ordre de la réussite. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont contestées et qui sont mal passées. Et moi, je me dis que dans la multiplication de cet hommage, il y a aussi... il cherche quelque chose de l'ordre de l'héritage, à côté des grandes lois sociales. Voilà. Je ne dis pas que c'est une bonne façon de faire et qu'il a raison, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi, qui peut expliquer pourquoi on a autant d'hommages nationaux en ce moment en particulier. Elsa Fressinet, quel regard vous avez, vous ? Alors, qu'est-ce que ça dit sur ce point-là, du président Macron, et on verra après du pays. Mais... Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, Macron commence à réfléchir à comment il va s'inscrire dans l'histoire. Et il est quand même d'une culture, il a été élevé dans une culture très marquée 19e siècle, les grands hommes, etc. etc. Et en fait, il n'était pas Startup Nation. Et c'est une manière d'établir
quelque part des filiations et de réclamer tous les héritages. Pour vous, il revient à ce qu'il est réellement, quand vous dites qu'il n'était pas certaines personnes. Non, il cherche à laisser une trace dans l'histoire et on sait, et c'est la journaliste des Échos qui vous dit ça, qu'on ne marque pas l'histoire avec des bons résultats économiques ou des mauvais résultats économiques. On marque l'histoire parce qu'on a été au rendez-vous dans des événements particulièrement dramatiques ou par des réformes sociétales qui ont marqué. Robert Badinter, la fin de la peine de mort, etc. Il y a une deuxième dimension. Pardon, mais là, on n'est ni dans un cas ni dans l'autre, dans ces hommages. Alors là, pour moi, il s'inscrit dans une filiation, mais en même temps, c'est le semestre où il aura fait la constitutionnalisation de l'IVG et où il va faire la loi sur la fin de vie. On n'a pas eu tant de lois sociétales que ça sous le mandat de Macron. Deuxième chose, et je pense qu'il faut prendre en considération, qui arrive, c'est depuis François Hollande. François Hollande avait commencé à se dire, et Macron, en tout cas ses conseillers pensent la même chose, c'est qu'au fond, la seule chose qui unit notre société archipélisée aujourd'hui, c'est un peu triste, c'est soit l'adversité, les attentats, la guerre, le Covid, soit les commémorations. Et donc, Hollande avait commencé à les multiplier. Pour le coup, c'est ce qui avait marqué le mandat de François Hollande, les attentats. Oui, je suis totalement d'accord. Emmanuel Macron accélère par rapport à François Hollande. Très clairement. Mais alors, je suis totalement d'accord. Et je vais Stéphane même vous Vernet. dire, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy pensait qu'il ferait un deuxième mandat. Si je peux me permettre, ça a commencé dès Chirac. Non, mais alors... Ça, non, mais- l'inflation, le premier à Non, rendre mais hommage. alors. Juste une anecdote Oui. intéressante, c'est que Nicolas Sarkozy pensait qu'il ferait un deuxième mandat. Et donc, il aurait un deuxième mandat qui irait de 2012 à 2017. Et le problème, c'est qu'il y avait le centenaire de la Première Guerre mondiale qui était en 2018. Et là, il ne pouvait plus être président. Et ses conseillers lui ont dit, tu vas faire une mission commémoration du centenaire qui va démarrer en 2014. Et on va faire tous les ans jusqu'en 2018. Ça va rythmer la fin de ton quinquennat. Et tu rentreras, tu marqueras l'histoire comme ça. On est le seul pays au monde qui a commémoré la Première Guerre mondiale Le déclenchement. pendant 4 ans, en fait. Ouais. On est les seuls, mais c'est à Mais cause de ça, et c'est rien qu'à cause de ça. Donc, effectivement, ces stratégies-là, en fait, de s'inscrire dans l'histoire, de faire C'est en référence faisant, au passé, en au organisant le patrimoine. culte de l'histoire Oui, qu'on mais devient ça- un grand homme. ça marque- C'est en ça célébrant marque, les grands hommes qu'on devient un grand homme. Il y a une forme de religiosité en fait là-dedans, le culte des ancêtres, le culte des morts. On voit ça dans tous les systèmes politiques, depuis les pharaons. Et donc c'est à peu près ça d'ailleurs. C'est exactement le même genre de cérémonial. Et donc effectivement, c'est en honorant les grands personnages qu'on peut-être on le deviendra soi-même. Voilà. Vous pensez? Bon, et puis, il n'y a pas que ça. Il y a quand même Emmanuel Macron a 2 conseillers, un conseiller mémoire qui s'appelle Bruno Roger Petit, dont le mantra est s'inscrire dans l'imaginaire français. Alors, on peut discuter de ce qu'est l'imaginaire français. Vous savez quoi, on va en Mais- discuter précisément et on va prendre le temps après le point sur l'info puisqu'il va être 20h30. 20h30, donc le temps de retrouver Edouard Marguier. Bonsoir Edouard. Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. 3 enquêtes ouvertes à Bordeaux après des soirées chemsex. 2 hommes sont morts dans une première soirée et 2 autres sont tombés dans le coma dans 2 soirées distinctes, des soirées chemsex qui mêlent prise de drogue et relations sexuelles. Le Premier ministre salue les bons résultats de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. L'État a récupéré plus de 15 milliards d'euros l'an dernier suite à des fraudes fiscales et plus de 2 milliards d'euros suite à des fraudes aux prestations sociales, selon Gabriel Attal, qui affirme que chaque euro compte. Le contexte est en effet à la prudence budgétaire. Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les ministres concernés et les chefs de son camp pour tenter de trouver des pistes d'économie. Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros cette année d'économie et 20 milliards à prévoir l'an prochain. L'Arabie Saoudite annonce 40 millions de dollars pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Agence contestée par Israël qui accuse certains de ses membres d'avoir participé aux attentats du 7 octobre du Hamas qui ont déclenché la riposte israélienne dans la bande de Gaza. Des records de production de vin en Bourgogne. 140 millions de bouteilles sortiront des caves bourguignonnes après les vendanges de 2023, ce qui efface le record de 2018 et qui permettra surtout de reconstituer les stocks et de freiner ainsi la flambée des prix. Les footballeuses du PSG mènent au score 2-1 contre
contre les Suédoises de Häcken, match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il reste une dizaine de minutes de jeu. Quel pays contre les Bleus au tournoi olympique? Réponse dans les prochaines minutes. Le tirage au sort débute à Saint-Denis au nord de Paris pour connaître les poules de nos footballeuses et footballeurs pour Paris 2024. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. On parle de cette multiplication d'hommages nationaux et présidentiels, donc, avec Sylvain Courage, directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et Elsa Fressinet, grand reporter aux Échos, à l'occasion donc du 25e hommage, je le disais, rendu par le président Macron ce matin à l'amiral Philippe de Gaulle. Vous parliez de ce conseiller, c'est important. Alors, les lecteurs du Monde auront sans doute lu ces dernières heures un portrait très détaillé sur Bruno Roger-Petit, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Racontez-nous pourquoi c'est central, en tout cas c'est une clé pour comprendre cette inflation mémorielle. D'abord, Bruno Roger-Petit, il a une force, c'est qu'il est là depuis 2017. Quand même Emmanuel Macron change de directeur de la communication à peu près tous les 2 ans. Donc, il a pu, d'une part, asseoir son influence. D'autre part, dès le départ, il était contre la Startup Nation. Lui, c'est Jupiter et l'histoire de France. Et effectivement, à chaque fois que vous lui parlez, il dit il faut s'inscrire dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire français. C'est-à-dire que la gouvernance est faite de symboles. Il est en plus aidé par le nouveau directeur de la communication d'Emmanuel Macron, qui est son ancienne plume, Jonathan Guémas, qui est persuadé de la même chose. Et il est aidé aussi par la conjoncture, qui fait qu'avec une majorité relative à l'Assemblée, le gouvernement est quand même souvent mis en échec dans l'action concrète, et donc inflation de symboles. Après, il reste normalement encore un terrain au président, qui est l'international. Et on se souvient, dans la trace dans l'histoire, François Mitterrand, la main avec Helmut Kohl, la main serrée avec Helmut Kohl, Jacques Chirac, le non aux États-Unis sur la guerre en Irak, etc. Là, la conjoncture internationale est quand même si Emmanuel Macron l'utilise toujours, n'a pas été très bonne pour lui ces derniers temps. D'abord parce que le couple franco-allemand n'est plus ce qu'il était, et ensuite parce que son alerte sur la guerre en Ukraine a été quand même très diversement ressentie à l'international. Donc il reste les symboles nationaux. Stéphane Vernet, je vous vois tiquer. Oui, mais je tique sur l'international. Le paradoxe, c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, son action internationale, elle est particulièrement reconnue à l'étranger. Nous, on reste dans une sphère où finalement, soit on ne voit pas, soit on considère que tout ce qu'il fait est mal, etc. Mais sur l'Ukraine, par exemple, ce qui se joue en second rideau derrière les déclarations d'Emmanuel Macron sur les troupes au sol et toutes les options et compagnie, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, quand Emmanuel Macron dit ça, il parle aux pays d'Europe centrale qui ont connu le joug communiste jusqu'à la chute du rideau de fer, et eux apprécient particulièrement ce type de discours. Et en fait, ça permet aussi à la France de se repositionner et de supplanter progressivement l'Allemagne dans les rapports avec nos voisins de l'Est. Et ça compte énormément, sauf que personne ne le voit. On ne le dira pas spontanément. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez singulier. Il y a plein de moments, en fait, où on voit des chefs d'État qui saluent l'action de la France, les prises de position d'Emmanuel Macron sur l'environnement. Il y a quand même un certain nombre de cas où son action internationale est reconnue par les autres, mais nous, en France... C'est toujours autant le cas qu'au début, on entend aussi quand même... D'une manière générale, et ça ne concerne pas qu'Emmanuel Macron, moi je trouve que depuis Jacques Chirac, après Jacques Chirac, depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, on a une tendance maladive à dégommer nous-mêmes nos propres présidents de la République. On ne cesse de les critiquer, de leur en vouloir, etc. Et plus ça va, plus ça monte. Et c'est-à-dire qu'à un moment, cette espèce de rejet ou de bashing, dans certains cas, il peut être justifié, mais dans la plupart du temps, en fait, on est sur des choses qui deviennent complètement irrationnelles. Et l'image est complètement distordue. On adore détester nos présidents de la République. Et sur des trucs qui ne correspondent pas au réel, quoi. Mais on ne les déteste pas quand ils rendent hommage
On les déteste pas quand ils rendent hommage aux grands anciens. C'est aussi une posture d'humilité. Les hommages. C'est une posture d'humilité. On s'efface, on dit moi j'aime l'Europe, mais le plus grand Européen c'est Jacques Delors. Alors là, tout devient légitime. On discute plus de l'Europe quand c'est Jacques Delors. En fait, comme disait Audiard, pour avoir raison, il faut mourir. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est pratique de rendre hommage aux anciens. Et je pense aussi qu'il y a peut-être dans la mentalité française, on se tourne aussi beaucoup vers le passé. Ça peut aussi être l'indication d'une certaine angoisse nationale, une certaine angoisse sur l'identité, sur le destin du pays. Et donc, finalement, on se rassure aussi en admirant tout ce qui a été réalisé par les anciens. Ouais, c'est vrai, mais on est aussi un peuple qui adore l'histoire. C'est pas juste de la nostalgie. Oui, la France est un pays profondément l'histoire nous donne de la grandeur, donc historique. Ah bah oui, évidemment. C'était mieux avant. Non, mais pas seulement, je pense. C'est un fait. Pour le coup, comment vous pouvez affirmer ça ? Ça fait partie des idées, mais bon, moi, je n'ai jamais su si c'était réel. Ça veut dire quoi ? Le peuple français aime l'histoire. Non, mais je trouve qu'il suffit de voyager. Il y a des peuples qui réagissent beaucoup plus par rapport à la géographie et d'autres plus par rapport à l'histoire. Et puis la culture historique n'est pas pour rien dans la manière dont... alors les Français parfois sont un peu arrogants, mais la France qui se pense une mission universelle, la République française reconnue, voilà. Ouais, puis j'abonde, je vais peut-être aller un peu loin, mais il ne faut pas oublier qu'en fait la République, elle s'est construite sur le roman national et sur une réinvention parfois complètement fantasmée et délirante de l'histoire. Ça, c'est la Troisième République, parce qu'il y avait les enjeux sociaux, politiques, culturels, et on s'est refait tout un panthéon, et on s'est inventé plein de héros et plein de figures qui, en réalité, avaient été soit totalement oubliés, soit qu'on a complètement réinventé et qu'on a investi. Le Chevalier Bayard, Jeanne d'Arc. Plus personne ne connaissait Jeanne d'Arc. C'est Michelet qui exhume Jeanne d'Arc. Et en fait, on est peut-être beaucoup plus que les autres depuis très longtemps. On vit dans cette espèce de bouillon où il y a une espèce de roman national qui est complètement construit et qui fait qu'on a un rapport à l'histoire qui est pas toujours très conforme à la réalité non plus. Non, mais il faut voir à quel point l'histoire et les débats sur l'histoire prennent de la place dans le débat politique, quand même. Je veux dire, à la dernière présidentielle, on a eu un candidat, Éric Zemmour, qui voulait réécrire une partie de l'histoire. Et à chaque fois, on a ça. À chaque fois, on a ça. Juste pour finir sur ce thème, le Figaro dit ce matin que l'Élysée a anticipé la disparition de Jean-Marie Le Pen. Avec 95 ans. Alors, ils disent qu'il n'est pas question d'hommage national, mais un communiqué est prêt qui serait ni dans l'hommage ni dans la morale. Typiquement, que fera, selon vous, Emmanuel Macron au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen ? J'imagine qu'ils ont dû faire une réunion là-dessus, oui, ça c'est clair, parce que c'est un cas très difficile. C'est compliqué comme question, mais... vous avez, apparemment, il y a quand même quelques informations qui ont filtré, c'est-à-dire effectivement un communiqué un peu objectif, parce qu'on même un adversaire à sa mort... Figure de la vie politique, on considère... Et puis il y a décennies passées. Et puis il y a l'idée qu'un certain nombre de Français se sont reconnus dans sa personne, malgré tout. Il a eu une carrière politique. Donc je pense que Emmanuel Macron doit imaginer que le président de la République, étant le président de tous les Français, doit aussi adresser un message à ce segment-là de l'opinion. Pourquoi il ne ferait pas d'hommage national ? Parce qu'il faut quand même des motifs. Il faut avoir... mais je pose la question. La guerre d'Algérie de Jean-Marie Le Pen n'est pas forcément un modèle. On n'en parle pas parce qu'il est loin d'amnistie, mais c'est pas... Je crois que... Non, ni le détail de l'histoire. À un moment... Quand même, il a été condamné pour ça. Les personnes à qui Emmanuel Macron rend hommage sont des personnes qui, peut-être, ont été contestées pendant leur vie, mais font consensus maintenant. Quand même. Donc pas dommage. Allez, on referme cette page. Ça a jeté un froid. On referme cette page, on va parler de la fraude fiscale. C'est beaucoup plus joyeux. Juste après le fil info, 20h41, Stéphane Milhomme.
2 ans après la mort d'Ivan Colonna en prison, le détenu qui a reconnu avoir tué l'assassin du préfet Erignac revient sur sa version. Cet homme, fiché S, affirme avoir reçu des ordres en haut lieu pour commettre ce geste. Il l'a écrit à la juge antiterroriste. La porte-parole du ministère de l'Intérieur parle d'allégations totalement fausses et sans fondement. Un des avocats de la famille Colonna prend ces éléments avec précaution mais intérêt. Quel avenir pour les Galeries Lafayette? Le tribunal de commerce de Bordeaux rendra sa décision au plus tôt demain matin sur le sort de la moitié de 57 grands magasins détenus par Michel Oyon. L'homme d'affaires est toujours confronté à de grosses difficultés financières. Philippe de Gaulle a tracé son sillon à l'ombre d'un grand homme, l'hommage national rendu par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides ce matin. L'amiral de Gaulle est décédé la semaine dernière, il avait 102 ans. Lors de la présidentielle en Russie cette semaine, elle a écrit non à la guerre au verso d'un bulletin de vote. Une électrice vient d'être condamnée à 8 jours de prison et une amende par un tribunal russe. Les juges estiment entre autres qu'elle a discrédité les forces armées russes. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. Compagnie ce soir d'Elsa Fressonnet des Échos, Stéphane Vernet de Ouest France, Sylvain Courage du Nouvel Obs et j'accueille Pascal de Saint-Amand. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. On en vient donc à la chasse à la fraude fiscale qui fonctionne, si l'on en croit Gabriel Attal, de retour à Bercy, son ancien ministère ce matin, et qui salue donc un succès historique. Écoutez. Nous n'avons jamais autant traqué la fraude. Nous avons mis en recouvrement 15,2 milliards d'euros de fraude fiscale. C'est plus que jamais dans notre histoire. Je me réjouis vraiment que depuis l'annonce du plan que j'ai présenté, on n'ait jamais autant traqué la fraude, jamais autant identifié la fraude et jamais autant recouvré la fraude. Il faut continuer les efforts, on va continuer à déployer des moyens supplémentaires, on va continuer à intensifier notre action pour atteindre, après les résultats historiques qu'on atteint en 2023, des résultats encore plus importants dans les années à venir. Alors, Elsa Fressonnet, rien ne vous échappe et en arrivant, on se disait, attention, 15 milliards, ces 15 milliards-là ne sont pas encore dans la poche de l'État. Et ça, c'est un petit détail qui a son importance. Il y a toujours un différentiel entre ce que le fisc met en recouvrement, c'est-à-dire ce qu'il va réclamer aux fraudeurs, et ce qu'il encaisse vraiment. Alors, effectivement, ce qu'il met en recouvrement a un peu augmenté depuis l'an dernier. Donc, 600 millions d'euros de plus. Voilà, c'est ça. Qu'en 2022. Voilà. En revanche, pour le moment, ce que le fisc récupère dans ses caisses est stable depuis 3 ans. Et c'est notre spécialiste de la fiscalité, Sébastien Dumoulin aux Échos, qui l'a fait vérifier. Et on est à 10,6 milliards depuis 3 ans. Et en 2023 aussi. Voilà. Donc, c'est la première manière de relativiser ce chiffre. L'autre manière est de se dire que le déficit de l'État est autour de 175 milliards. Donc, voilà. Et si on veut... Encore un petit effort. On va demander à Pascal Saint-Amand. 15 milliards, non pas qu'on cherche absolument à relativiser, mais 15 milliards, c'est peu sur l'ensemble de ce qu'on estime être la fraude fiscale. Et qu'on chiffre à combien ? On n'a pas vraiment de chiffres sur la fraude fiscale et la France est un peu en retard par rapport à d'autres pays pour évaluer quel est l'écart entre ce qu'on devrait recouvrer et puis ce qui rentre réellement dans les caisses. Il y a des estimations qui ne sont pas forcément très fiables, qui peuvent monter jusqu'à 100 milliards. Donc c'est vrai que ce n'est pas un montant massif. Je crois que ce qu'il faut retenir de ces annonces, ou en tout cas de ces résultats, c'est que le gouvernement, depuis plusieurs années, a compris qu'on était descendu trop bas dans la lutte contre la fraude fiscale. On avait retiré beaucoup de moyens à la Direction générale des finances publiques et il y a un changement de direction depuis 2-3 ans. Et ça reflète bien, je pense, un état général du public qui est d'avoir zéro tolérance pour la fraude fiscale et la fraude sociale. Les résultats sont là, ils ne sont pas extraordinaires, mais ils sont meilleurs. Il y a plus d'instruments, il y a la numérisation de l'économie qui fait qu'on a davantage d'informations qu'on peut utiliser. Il y a des progrès qui ont été faits au niveau international avec la fin du secret bancaire, la mise en place d'un impôt minimum mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait plus d'attention politique sur ce sujet, ce qui n'était pas le cas précédemment. Gabriel Attal s'était engagé aussi à cibler les gros patrimoines pour au contraire alléger la pression sur les classes moyennes, sur les contribuables qui déclarent des petits revenus. Il dit que cet objectif-là est rempli aussi. C'est ça, c'est une des explications aussi.
Alors, dans les chiffres qui nous sont donnés aujourd'hui, il est indiqué qu'il y a plus 25%, donc un quart de plus de contrôle sur les gros patrimoines. Et ça fait écho à ce que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a dit il n'y a pas si longtemps, lors de la réunion des ministres des Finances du G20 au Brésil, il y a une quinzaine de jours, d'essayer de se focaliser sur une taxe sur les plus riches. Il y a eu un rapport, Gabriel Zucman, qui est un économiste français, qui a sorti un rapport indiquant que le taux marginal d'imposition des personnes les plus riches est en réalité très faible, parce qu'une bonne partie des revenus ne sont pas taxés, parce qu'ils ne sont pas distribués, et donc il faut travailler sur ce sujet. Donc on voit que les sujets fiscaux restent d'actualité, la fraude fiscale est un thème qui fait écho auprès de la population, avec la nécessité de mieux taxer les multinationales, de mieux taxer les gros patrimoines, mais aussi de tabler assez large, ce qui est le cas avec ce plan de lutte contre la fraude, d'essayer de chiffrer également ça. Il y a un comité d'évaluation de la fraude qui doit se réunir, dont je suis membre d'ailleurs, qui doit se réunir avant l'été pour essayer d'arriver avec des méthodes pour avoir une approche plus juste du calcul de la fraude. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme méthode, comme vous dites? De méthodes pour lutter contre la fraude ou Oui, pour l'évaluer? oui. Pour l'évaluer, il faut faire des contrôles aléatoires, c'est-à-dire il faudrait dépenser une partie de la ressource d'inspecteurs des impôts pour qu'ils fassent des contrôles aléatoires. Et ça permettra ou ça permettrait d'avoir une idée plus précise du montant réel de la fraude. Maintenant, pour lutter contre la fraude, il faut plus de moyens, il faut sans doute mieux utiliser l'intelligence artificielle qui arrive, il faut mieux utiliser toutes les informations qui sont aujourd'hui disponibles. Et puis au-delà de la fraude, vous avez ce qu'on appelle l'évasion fiscale, la planification, l'optimisation, on l'appelle comme on veut, mais qui sont des techniques légales. Je diminue mes impôts parce que je suis une multinationale et que je peux utiliser des règles un peu obscures de prix de transfert ou autre. Et là, il faut qu'il y ait davantage de coopération internationale. Il y a un impôt minimum mondial qui a été mis en place et qui commence au 1er janvier 2024. Il faut sans doute aller encore plus loin vis-à-vis de cet impôt minimum mondial, mais aussi pour les personnes physiques, pour éviter les délocalisations, par exemple à Dubaï ou dans des pays qui n'ont pas de fiscalité. Stéphane Vernet, est-ce que les fraudeurs fiscaux ont peur aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a un signal qui commence à être entendu d'après vous? Je ne sais pas s'ils ont peur, mais juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, l'intelligence artificielle, c'est une piste intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, en fait, la Direction générale des finances publiques a passé un partenariat avec l'hygiène, vous savez, les cartes, les photos aériennes, etc. Et ils ont pris en fait des photos aériennes de tout le territoire, et l'intelligence artificielle a repéré toutes les piscines qui sont visibles du ciel. Et après, ils ont croisé les données avec les gens qui déclaraient effectivement qu'ils avaient une piscine dans leur jardin, parce que quand vous faites une piscine dans votre jardin, il faut payer une taxe. Et il y a plein de gens qui ne payent pas la taxe. Et je ne sais plus combien ils ont récupéré, mais je crois que c'est de l'ordre de 20 millions en fait. Juste en faisant des courriers, en disant nous avons remarqué, vous avez une piscine dans votre jardin, vous ne l'avez pas déclarée, merci de vous mettre en règle. Et les gens payent en fait. Ouais. Et hop, vous récupérez. Donc il y a peut-être effectivement quelques marges de manœuvre ou des nouveaux outils, de nouvelles techniques pour améliorer les choses qui ne sont pas inintéressantes. C'est ce genre de choses auxquelles vous pensez, Pascal Saint-Amand? Vous avez ça absolument, et puis vous avez aussi le fait qu'on est sur une économie numérisée. Donc vous avez toutes les plateformes qui permettent de savoir, par exemple sur les chauffeurs de taxi aujourd'hui, on peut avoir l'information. On sait que c'était un secteur économique qui était largement en cash. Maintenant, à peu près tout le monde, surtout après le Covid, paye avec des cartes, donc on peut tracer l'information. Puis vous avez toutes les plateformes et l'administration fiscale récupère de plus en plus d'informations, ce qui permet de lutter contre les petites fraudes à la TVA ou à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un volet important parce que ça concerne un volume très élevé de transactions. Ça et puis se focaliser sur... L'ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur, comme je vous le dis, on n'a pas, on n'a pas le montant précis de la fraude, et c'est là. Non, là, je pensais à l'exemple que vous citiez là. On peut difficilement quantifier ces éléments-là. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que vous avez c'est ce qu'on appelle les règles 80-20. En fait, c'est 20% des contribuables qui payent 80% d'impôts. C'est le cas pour les multinationales. C'est pour ça qu'elles sont en contrôle continu, même si on n'est pas sur de la fraude à proprement parler, mais de l'évasion fiscale sur laquelle il faut, faire des contrôles. C'est le cas aujourd'hui. Les grandes multinationales sont contrôlées en permanence, mais il faut également changer les lois, les durcir
pour que cette évasion ne soit plus légale, mais devienne illégale et de la fraude. C'est un mouvement international qui est intervenu depuis la crise financière globale de 2008, donc ça fait une quinzaine d'années que ça se durcit, et on voit que, une fois de plus, ça fait écho aux préoccupations du public. Vous restez avec nous, Pascal Saint-Amand. On dira un mot aussi de la fraude sociale dont Gabriel Attal parlait ce matin. D'abord le fil info, 20h51, Stéphane Milhomme. Avec le tirage au sort à l'instant du tournoi olympique de football, les Bleus de Thierry Henry sont dans le groupe de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d'un barragiste. Le premier match, c'est France-USA le 24 juillet depuis Marseille. Les footballeuses du PSG, elles, s'imposent en quart de finale aller de la Ligue des Champions en Suède contre les joueuses de Haken. Une victoire à l'instant, 2-1. Les négociations pour une trêve dans la bande de Gaza piétinent toujours. Des responsables du Hamas jugent la position israélienne globalement négative. Le mouvement terroriste palestinien propose un cessez-le-feu de 6 semaines avec libération de 42 otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Le menu du dîner à l'Elysée ce soir, c'est le dérapage des déficits publics. Emmanuel Macron convoque les responsables des partis de sa majorité. Selon l'INSEE, le déficit public de l'an dernier sera significativement supérieur aux 4,9% du produit intérieur brut. Et il faut maintenant réduire encore et toujours les dépenses publiques. Le projet d'accord sur les importations agricoles ukrainiennes est suspendu, mais toujours sur la table, selon le Conseil de l'Union européenne. Plusieurs pays, dont la France, se donnent du temps pour réfléchir. Il s'agit de plafonner à partir de juin des œufs, de la volaille, des céréales ukrainiens, des produits exemptés de droits de douane. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte. Pour le Nouvel Obsès, Stéphane Vernet pour Ouest France, Elsa Fresnay pour Les Échos. Et on est avec Pascal Saint-Amand, l'ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Alors, il n'a pas seulement parlé de fraude fiscale, il a aussi parlé de fraude sociale, Elsa Fresnay. Et là, on est sur une progression qui est peut-être encore plus Oui, absolument. Alors, les montants sont moins élevés, mais par exemple, les redressements de l'URSSAF pour travail dissimulé sont passés de 788 millions à plus de 1 milliard, ce qui est en proportion une progression très importante. Je veux dire, par rapport à ce que je disais au début, le cri de victoire de Gabriel Attal, je le trouvais un peu prématuré dans les faits. Il y a une explication politique, mais dans les faits. En revanche, on doit lui donner le crédit qu'il se le donne les moyens. Là, il aura doublé en un an les effectifs de contrôleurs et de fonctionnaires antifraude fiscale. On va passer à 40 équivalents temps plein. Il crée un office spécial là-dessus. Bon, voilà. Il y a des raisons politiques à ça. C'est qu'il y a un an, ça avait été fait pour réfréner les velléités d'une partie de la majorité d'augmenter les impôts des plus riches, en disant déjà, on va récupérer ce qui est fraudé. Et maintenant, le gouvernement peut dire on se donne tous les moyens pour ne pas augmenter les impôts des Français, mais on va quand même devoir faire des coupes budgétaires. Il y a un autre enjeu politique qui est très personnel à Gabriel Attal, c'est que je vous rappelle qu'il est passé au budget, au compte public, et ensuite à l'éducation nationale. Il a fait des passages relativement courts dans lesquels il a promis plein de choses qui ont marqué les esprits. Et son problème aussi, c'est de montrer qu'en fait, il y a un suivi, que ce n'était pas juste des promesses en l'air. Quand il était à Bercy, c'était le fameux plan de lutte contre les fraudes, la fraude d'en haut, la fraude d'en bas, donc la fraude fiscale, la fraude sociale. C'est ça qu'il est en train de mettre sur la table, parce que le passage encore plus court qu'il a fait à l'éducation nationale, le bilan ou la suite, elle est beaucoup moins évidente, parce que le choc des savoirs, les histoires de groupes de niveau, il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas aussi bien que ce qu'il a pu laisser entendre quand il était en fonction. Donc là, cette conférence de presse, elle est aussi là pour dire non mais ce que j'avais promis quand j'étais à Bercy, regardez, ça marche. Et donc on affiche des résultats qui sont conformes. C'est pas spectaculaire comme a dit votre intervenant, mais ça permet de dire non mais c'est plus que l'année dernière, donc ça marche. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est de se donner les moyens, effectivement, parce qu'il faut préserver le consentement à l'impôt. En France, il est important, les gens payent plutôt spontanément leurs impôts, et c'est vraiment essentiel, surtout quand on a un budget aussi colossal avec des dépassements. Et on sait très bien que cette confiance-là, elle peut s'émousser, elle peut vaciller, et donc il faut absolument poursuivre les fraudeurs pour cette raison-là. Dans les pays
où le consentement à l'impôt est faible, c'est une catastrophe pour l'État. Donc je pense que c'est vraiment ça qui explique aussi la mise en scène du gendarme qui va aller rechercher les fraudeurs, parce que tous ceux qui payent se disent quand même, il n'y a pas de tricheurs, il y a moins de tricheurs, et c'est très symbolique. Et puis il y a autre chose allez-y. qui explique cette mise en scène, c'est que ce matin, quand même, il y a eu une réunion à l'Élysée avec Bruno Le Maire et les chefs de la majorité. Et le déficit 2023, qui avait été anticipé à 4,9% du PIB, est maintenant anticipé à 5,4%. Ça veut dire que le plan d'économie annoncé il y a moins d'un mois par Bruno Le Maire doit encore être augmenté. Déjà complètement, oui. Donc, avec coupe budgétaire, c'est coupe dans les services publics aussi. Donc, et en France, on aime les services publics quand même. Et l'acceptabilité de ces coupes budgétaires passe aussi peut-être par ce qui s'est passé Bien sûr. Ce matin. Juste pour conclure, Pascal Saint-Amand, quand on parlait de consentement à l'impôt, et j'ai envie de vous reposer ma question sur est-ce que ça a fait rigoler autour de la table, mais peut-être que vous allez me répondre. Est-ce que les gens, les Français, se disent quand même, ont peur, commencent à avoir peur de frauder? Est-ce que le signal a des chances d'être entendu, ou franchement, c'est pas le cas? Alors, sur les plus riches, la réponse est oui, parce que les choses ont changé. Il y a maintenant plus de secrets bancaires dans le monde, et tous ceux qui avaient des comptes en Suisse et ailleurs, ils ont dû les sortir. D'ailleurs, il y a 10 milliards d'euros d'impôts au cours des 10 dernières années qui ont été collectés sur ce type de personnes. Puis je crois que la fraude d'en bas dont on parlait, avec les moyens accrus et la numérisation de l'économie, effectivement, il est beaucoup plus difficile de frauder qu'avant. Mais comme ça a été dit très justement, on est sur, non pas des annonces politiques, mais une démarche politique pour envoyer des signaux. Maintenant, les montants ne sont pas négligeables, mais ils ne sont pas très élevés, ils ne sont pas en rapport avec le déficit et autres. Mais comme vous l'avez dit, c'est peut-être la conclusion, ce qui est en jeu, c'est le contrat social. C'est le fait qu'on doit tous contribuer d'une manière ou d'une autre. Et si on a le sentiment que certains s'en sortent parce qu'ils sont internationaux, parce qu'ils sont plus mobiles ou parce qu'ils appartiennent à des catégories qui ne sont jamais vérifiées, on perd ce contrat social et donc on perd ensuite du civisme fiscal. C'est très clair. Merci beaucoup Pascal Saint-Amand. Les unes, très vite. Elsa Fresnay, c'est la tradition. Les Échos. Fraude fiscale et déficit. Formidable. Le Ouest France, demain matin. La loi grand âge qui ne fait pas l'unanimité. Et à la une du Nouvel Obs, donc, Sylvain Un Courage. grand débat sur la jeunesse et le choc des générations qui réunit Salomé Saké, l'essayiste, auteur de Sois jeune et tais-toi, et l'ancien président de la République, François Hollande. Et on lira ça, le grand débat à la une du Nouvel Obs. Merci à tous les trois. Salia Bracli, à Renaud Dely demain matin pour les informer à 9h. Et nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.